Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, Anthony Blinken annonce un financement de 45 millions de dollars pour aider la Côte d'Ivoire et ses pays voisins à promouvoir la stabilité face aux menaces régionales lors de sa rencontre à Abidjan avec le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara le mardi 23 janvier. Victoire validée pour Donald Trump dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley avec 54% des voix contre 44%. Crash ce mercredi d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Aucun des 74 passagers à bord de l'avion n'a survécu. Les détails dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Arrivé en Côte d'Ivoire le lundi 22 janvier, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a rencontré le mardi le président ivoirien Alassane Ouattara avec qui il a échangé sur les relations bilatérales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Anthony Blinken a annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer avec de nouveaux fonds, soit à 45 millions de dollars pour aider la Côte d'Ivoire et ses pays voisins à promouvoir la stabilité face aux menaces régionales, lit-on dans un communiqué. Après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Côte d'Ivoire où il a rencontré le président Alassane Dramane Ouattara mardi. Lors d'une conférence de presse, Anthony Blinken a félicité le pays d'Afrique de l'Ouest pour son leadership dans la lutte contre le terrorisme et a annoncé un financement de 45 millions de dollars. Nous apprécions particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme et à la violence. Nous annonçons un nouveau financement de 45 millions de dollars dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouvel investissement, les États-Unis auront investi près de 300 milliards de dollars au cours des 2 dernières années dans l'aide à la stabilité en Afrique de l'Ouest. Nous nous efforçons également de renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Au cours de l'année écoulée, la formation a été multipliée par 15 en ce qui concerne l'équipement de formation pour les militaires. Nous augmentons également les investissements dans les forces civiles. La visite d'Anthony Blinken intervient quelques jours après la tournée africaine du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a salué l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Et toujours en visite diplomatique en Afrique de l'Ouest depuis lundi 22 janvier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, après le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, s'est rendu au Nigeria où il s'est entretenu mardi avec le président Bola Ahmed Tinubu avant de poursuivre sa tournée en Angola. Les deux hommes ont passé en revue les dossiers chers à ces deux pays alliés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président nigérian Bola Ahmed Tinubu à Abuja mardi, alors qu'il poursuivait sa tournée dans 4 pays africains. Blinken s'est rendu lundi au Cap-Vert et en Côte d'Ivoire, où il a présenté l'Amérique comme étant le principal allié économique et sécuritaire du continent en période de crise régionale et internationale. Après sa visite au Nigeria, il se rendra en Angola. Axée sur le commerce, la sécurité et la promotion de la démocratie, cette tournée intervient dans un contexte de crise meurtrière et de coup d'État généralisé qui menacent la stabilité du continent. Selon les analystes, l'Afrique semble avoir été reléguée au second plan par le président Joe Biden, son administration étant de plus en plus accaparée par d'autres questions internationales telles que la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas et sa rivalité avec la Chine. Lors de sa visite mardi au Nigeria, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain et le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maïtama Tougar ont tenu une conférence de presse conjointe. Anthony Blinken a salué le rôle du Nigeria au sein de l'appareil CEDEAO et ses efforts dans la mise en place de réformes audacieuses au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire d'État américain et le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maïtama Tougar ont tenu une conférence de presse conjointe mardi à l'issue d'une réunion avec le président Bola Ahmed Tinubu. Anthony Blinken a salué le rôle du Nigeria au sein de l'appareil CEDEAO et ses efforts dans la mise en place de réformes audacieuses au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Nigeria, en tant que plus grand pays d'Afrique, plus grande économie, plus grande démocratie, est essentiel à nos efforts et nous faisons déjà beaucoup de travail ensemble.
Nous sommes le moteur de l'action climatique. En tant que partenaire de la Global Metal Coalition, nous faisons pression pour que les voix africaines soient représentées de façon permanente au Conseil de sécurité de l'ONU, dans d'autres organisations internationales. Ce besoin doit refléter les réalités d'aujourd'hui, pas seulement le jour où elles ont été créées. Il y a de nombreuses années, nous travaillons et collaborons pour soutenir le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Avec 30 autres pays de l'Atlantique, nous favorisons le développement de l'économie bleue, la protection de l'environnement, les échanges scientifiques et technologiques grâce à un nouveau partenariat avec la coopération atlantique. Cette tournée d'Antony Blinken intervient dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et tente de contrer ses offensives sur le continent. Le Comité pour la protection des journalistes, le CPJ, a établi un rapport accablant concernant l'Afrique subsaharienne. Ce sont 31 journalistes en 2022 contre 47 au 1er décembre de 2023 qui ont été incarcérés en Afrique subsaharienne. Selon le rapport du CPJ, l'Érythrée occupe la première place des pays africains où la liberté de la presse est mise à mal. Le récent rapport du Comité de la protection des journalistes est accablant pour l'Afrique subsaharienne. Le nombre de journalistes incarcérés est passé de 31 en 2022 à 47 au 1er décembre 2023. Le CPJ classe l'Érythrée en tête des mauvais élèves de la liberté de la presse en Afrique, avec 16 journalistes derrière les barreaux. Le pays occupe la 7e place mondiale, avec les cas les plus anciens de journalistes emprisonnés, sans aucune inculpation. Le rapport du CPJ indique que l'Érythrée est suivie de l'Éthiopie avec 8 journalistes incarcérés, puis le Cameroun qui en compte 6. Selon toujours le rapport, le nombre de journalistes éthiopiens emprisonnés reflète l'environnement difficile dans lequel évoluent les médias dans ce pays d'Afrique orientale. En République démocratique du Congo, Stanis Boujakera Chimala croupit dans une cellule communale de la tristement célèbre prison de Makala à Kinshasa. Le CPJ s'inquiète pour le manque d'attention à l'échelle mondiale sur le sort de ce correspondant de Jeune Afrique Reuters, ainsi que tous les autres journalistes incarcérés dans les prisons africaines. En République démocratique du Congo, depuis plusieurs jours, des femmes, des hommes et des enfants mineurs à la recherche de l'eau potable dans presque tous les quartiers de 3 communes de la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Certains en sont même réduits à utiliser l'eau polluée du lac Kivu. Les images. Des dizaines de bidons en attente, les femmes se pressent autour d'une petite source dans le quartier Ndendere d'Ibanda, Bukavu. Elles payent toutes 200 francs congolais, soit 7 centimes d'euros, à la propriétaire des lieux pour remplir leurs récipients. Elles n'ont pas le choix. Depuis quelques jours, l'eau a disparu des robinets dans cette grande ville de l'Est congolais. Nous puisons ici car nous ne trouvons pas de l'eau propre, ça nous fatigue. Nous remercions la maman ici de nous laisser puiser dans sa parcelle. Si elle n'était pas là, on allait souffrir. Maman, merci, que Dieu te bénisse. L'autre option, pire encore, c'est de puiser de l'eau dans le lac Kivu. Des piroguiers vont la chercher un peu à l'écart du rivage, moyennant 500 francs congolais, 17 centimes d'euros. Une solution coûteuse et dangereuse, car l'eau est très polluée. Le lac reçoit tous les effluents de la ville. En l'absence de traitement, elle peut provoquer des maladies. C'est un acte presque criminel que nous condamnons. Et ici, nous tenons à condamner la gestion, pourquoi pas chaotique, au niveau de la régie des eaux. Du côté de la Régie des eaux, la société publique chargée de la distribution, on met en cause l'activité sismique de la région, qui vient régulièrement couper la conduite principale d'approvisionnement. Son directeur provincial affirme que le service sera bientôt rétabli. Aujourd'hui, la solution pour cet endroit, c'est carrément définir un nouveau tracé. C'est pour la conduite des transports des eaux qui viennent de l'usine de Murundu via le réservoir de Karale. C'est un tronçon d'environ 2500 mètres qu'il faut aujourd'hui remplacer totalement. Il faut dire que Bukavu, déjà au départ, nous avons des besoins en eau qui tournent autour de 70 000 mètres cubes jour, alors que les installations ne peuvent pas nous donner plus de 40 000 mètres cubes jour. Ce qui fait que nous avons plus d'un tiers de nos besoins en eau qui ne sont pas satisfaits.
Ainsi, même en temps normal, les habitants de Bukavu ont dû s'habituer à des coupures régulières. Et pour le moment, la corvée d'eau, essentiellement supportée par les femmes, va continuer. Des mouvements citoyens annoncent qu'ils vont déposer une plainte contre la Régie des eaux. Et comme l'annonçait en titre, Donald Trump a remporté mardi soir la primaire républicaine dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley, se rapprochant un peu plus de l'investiture. Selon des projections de télévision et plus de 60% des bulletins dépouillés, Donald Trump a remporté environ 54% des voix contre 44% pour son ex-ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Victoire de Donald Trump à la primaire du New Hampshire. Selon les premiers résultats, l'ancien président devance de 10 points son adversaire Nikki Haley. À l'annonce des premiers résultats, Donald Trump est monté à la tribune pour moquer Joe Biden et demander à Nikki Haley de se retirer de la course à l'investiture républicaine. We've won almost every single poll in the last 3 months against crooked Joe Biden. Almost every poll. And she doesn't win those polls. De son côté, Nikki Haley estime que la course est loin d'être terminée. Dans le New Hampshire, ses partisans espéraient avant tout que la défaite ne serait pas trop sévère. It's just the beginning. We got the rest of the nation. This is what we wanted. We wanted less than 10%, which we hope stays that way. And I think we got a strong candidate. Apprenant la victoire de Donald Trump dans le New Hampshire, Joe Biden a prévenu que la démocratie était en jeu aux États-Unis. Toute autre chose à présent, un avion de transport militaire russe Il-76 transportant 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens, s'est écrasé ce mercredi dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Des responsables russes accusent Kiev d'avoir abattu l'appareil. Il n'y a aucun survivant, selon le gouverneur local. Sur ces images amateurs, on aperçoit au loin la fin du parcours d'un avion en train de tomber à pic. Des cris de surprise et une énorme explosion qui secoue cette partie de la région russe de Belgorod à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Rapidement, des premiers éléments sont donnés par le ministère russe de la Défense, repris peu après par un député de la Douma, président de la commission de la Défense. À bord se trouvaient 65 anciens militaires des forces armées ukrainiennes, prisonniers de guerre qui étaient emmenés pour être échangés. Les dirigeants ukrainiens étaient parfaitement au courant de l'échange à venir et avaient été informés de la manière dont les prisonniers seraient livrés. Mais l'avion Il-76 a été abattu par 3 missiles. Outre les prisonniers ukrainiens, 6 membres d'équipage et 3 accompagnateurs se trouvaient selon Moscou à bord de l'avion de transport militaire Il-76 comme celui-ci. Le gouverneur de Belgorod annonce qu'il n'y aurait aucun survivant. Toujours selon la Russie, un autre appareil du même type le suivait avec 80 autres prisonniers et aurait fait demi-tour. Pour les députés russes, aucun doute, les missiles auraient été lancés par l'armée ukrainienne. Ils ont tué dans les airs leurs propres soldats. Leurs mères, leurs femmes, leurs enfants les attendaient. Ils ont utilisé des missiles américains et allemands. Côté ukrainien, personne n'a confirmé jusqu'ici l'existence de cet échange de prisonniers. Kiev frappe régulièrement, notamment à l'aide de drones, cette région de Belgorod depuis quelques semaines. Les ports israéliens, notamment celui d'Eliat, l'un des ports commerciaux les plus importants du pays vers la région Asie-Pacifique, tourne au ralenti suite aux attaques des navires en mer Rouge par les rebelles Houthis en soutien au Hamas dans sa guerre contre Israël depuis le 7 octobre 2023. L'instabilité sur cette voie lui a déjà fait perdre au moins 3 milliards de dollars américains. Le port d'Eliat en Israël tourne au ralenti en raison des attaques des navires en mer Rouge par les rebelles Houthis en soutien au Hamas dans sa guerre contre l'armée israélienne. Or, le port d'Eliat est le seul débouché du sud d'Israël sur la mer Rouge. L'infrastructure dit déjà avoir perdu 3 milliards de dollars en raison de l'instabilité sur cette voie. Nous ne recevons plus de la marchandise en provenance de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Inde qui arrive à Eliat par le détroit de Bab el-Mandeb. Les navires craignent de passer par cette voie. Nous ne recevons donc plus de navires depuis le 1er décembre. Selon le patron de l'infrastructure, les opérations du port peuvent à peine être maintenues jusqu'en février. Il envisage même de supprimer des emplois et de fermer une partie de ses activités
si la tendance n'est pas inversée. Religion à présent, au Kenya, le pasteur Paul Mackenzie a été inculpé pour homicide involontaire le mardi 23 janvier pour la mort de plus de 200 fidèles auxquels il aurait prêché de jeûner jusqu'à la mort afin de rencontrer Jésus. Au Kenya, le tribunal de Mombasa a inculpé mardi le chef d'une secte et des dizaines de complices présumés pour la mort de plus de 200 personnes. Le pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie et 94 autres suspects, dont son épouse, ont plaidé non coupables de 238 chefs d'accusation d'homicide involontaire. Mackenzie, déjà accusé de terrorisme il y a une semaine, aurait incité ses acolytes à mourir de faim afin de rencontrer Jésus. Il avait été arrêté en avril dernier après une découverte macabre dans la forêt de Chakaola, près de l'océan Indien. Les autopsies avaient révélé que la majorité des 429 victimes étaient mortes de faim, mais d'autres, notamment des enfants, semblent avoir été battus, étranglés ou étouffés. Ce pasteur est cité dans plusieurs autres affaires de meurtre depuis 2017. Au Kenya, ce sont plus de 4000 églises enregistrées pour 53 millions d'habitants. Et les festivités des 100 ans du temple protestant d'Albi débutent le 25 janvier prochain. Elles se poursuivront tout au long de l'année 2024. Le temple protestant d'Albi dans le Tarn, en France, érigé en 1924 avec les plans de l'architecte Léon Dorès, existe depuis un siècle. En célébrant le centenaire du temple, nous voulons tout d'abord témoigner de la force de la parole de Dieu, précise l'Église protestante unie de France. Le programme des festivités démarre le 25 janvier par une conférence avec Eliane Cuvillier, pasteur théologien et professeur à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Du 3 au 15 février, une exposition élaborée par l'Alliance biblique française sera mise en place. Les mois qui suivent, les organisateurs proposeront du théâtre, des visites, des conférences, mais aussi des témoignages et des concerts. L'édifice intégrera officiellement le 16 juin le classement du patrimoine remarquable du XXe siècle. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information préparé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision, tout en espérant que vous avez pris un plaisir à nous suivre. Prochain rendez-vous demain à partir de 18h30 pour une nouvelle édition de votre journal. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.